recevoir chacun et chacune autour de cette table. D'abord, Diane, vous êtes une personnalité politique et vous avez œuvré toute votre vie et vous continuez pour la parité dans les conseils d'administration hommes et femmes. Jamna Darby, vous êtes une entrepreneuse. Alors, je ne sais pas si on doit vraiment dire en français entrepreneuse pour une femme ou entrepreneur. Ça peut être un peu tendancieux, mais vous êtes donc une personnalité au Guatemala et même à l'international. Et Antoine, bonjour, prêtre catholique, oui, ingénieur de mines, docteur en théologie, tout ça, et vous avez fondé Up for Humanity. Et Stéphanie, vice-présidente de la région en charge de l'apprentissage et de la formation, une personnalité politique de notre région. Merci à Virginie et d'avoir accepté de venir nous parler de votre point de vue sur la diversité. Là, dans ce premier tour de table, j'aimerais que vous nous disiez une anecdote de votre vocation par rapport à la diversité, ce qui vous a poussé à prendre ce sujet à bras le corps. Honneur aux dames. Très bien. Eh bien, comme vous l'avez entendu, je suis suisse. Et la raison pour laquelle peut-être je défends la place des femmes dans l'entreprise, en politique, parce que je suis aussi entrepreneur, c'est qu'au moment, quand j'avais 14 ans, nous avons en Suisse, dans le système d'instruction, des cours d'instruction civique. Et lors de ces cours d'instruction civique, j'ai eu la chance d'apprendre que j'habitais dans la plus belle démocratie du monde. Mais cette démocratie avait des limites puisque le jour de ma majorité, je n'aurais pas le droit de vote. Donc 50% de la population, quand j'ai atteint ma majorité, n'avait pas le droit de vote. Ce qui fait que, de toute façon, je me suis toujours battue pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Alors qu'elles ne soient pas égales, mais qu'elles aient les mêmes droits. Donc voilà, c'est de là qu'est venu mon combat. Ensuite, je l'ai transcrit en faisant des études d'économie qui étaient plutôt masculines, en choisissant les finances, qui étaient plutôt un métier masculin également, pour amener, je crois, inconsciemment, parce que je n'ai pas fait ça de manière consciente, plus de femmes dans les instances dirigeantes. Et j'ai toujours soutenu les carrières féminines. Et maintenant, ma dernière création en date, c'est ma société Portwin, qui fait du placement de femmes dans les conseils d'administration, qui, comme on le sait, sont la haute instance dirigeante des entreprises. Merci, Diane. Diane. Bonjour, je vais parler plutôt en espagnol. Je suis avec une petite prince ici, Hilda. Empecé mi sueño por una situación familiar cambiante.
J'ai commencé mon rêve pour une situation familiale changeante, donde mis padres se divorcian cuando yo tenía 17 años. où mes pères se sont divorcés quand j'avais 17 ans. Esto cambia mucho mi rumbo y mis sueños. Me doy cuenta que el machismo en nuestra sociedad es muy fuerte. Cela a changé énormément mon parcours et mes rêves. Ça m'a fait me rendre compte que le machisme est très important dans notre société. Y eso hace que yo vea la situación de diferente manera para empezar a emprender. Et cela fait que je regarde la situation d'une façon différente pour que je commence à entreprendre. Empiezo a los 19 años con un sueño muy grande, no, ningún capital detrás, pero muchos sueños y mucha pasión. Je commence à 19 ans sans aucun capital, mais avec des grands rêves et des grandes passions. Una responsabilidad muy grande detrás, ayudar a mi familia a salir adelante. Une grande responsabilité d'aider ma famille pour continuer. Empiezo mi empresa de emprendimiento, de eventos, donde hacemos cosas disruptivas. Je commence mon entreprise d'entrepreneuriat ou d'événementiel, où on fait des choses Disruptives. disruptives. Por eso empiezo como founder of Grupo 361. Je commence comme fondatrice du groupe 361. Hoy una empresa en toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica, donde el 60% de los empleados son mujeres. Une entreprise en Amérique centrale, du Guatemala jusqu'au Costa Rica, où 60% des employés sont des femmes. Más de 500 empleados en todo el grupo de proyectos que hemos emprendido. Plus de 500 employés dans tous les projets qu'on a entrepris. Empezando también con un impacto y empoderando a otras personas, como en Guatemala, y haciendo la primera media maratón para Guatemala y la región de Centroamérica. En donnant du pouvoir à d'autres personnes et en commençant le premier semi-marathon au Guatemala, Con un propósito muy grande, empoderar mujeres, y 2, combatir la violencia en nuestro país. Porque nadie en esos tiempos, hace 9 años, salían a correr a las calles. avec 2 objectifs. 1, de donner du pouvoir aux femmes, et 2, de diminuer la violence dans la ville de Guatemala, puisque dans cette époque, il y a 9 ans, personne ne sortait courir dans la ville, dans les rues. Y hace 5 años empiezo en tecnología, lo que es Data Science y Artificial Intelligence, para poder impactar a otros con transparencia. Il y a 5 ans, je commence dans la technologie avec l'intelligence artificielle Para poder combatir la corrupción y la transparencia. pour pouvoir combattre la corruption et la transparence. Y el último emprendimiento es una plataforma de emprendedores donde queremos empoderar mujeres, ya que soy parte de una organización mundial. Et mon dernier projet, c'est d'entreprendre dans une organisation mondiale pour les femmes. Y emprendedores de nuestra región, con Yossi Bardi, una de las personas más influyentes de Israel. Esto será el siguiente año para nuestra región centroamericana y latinoamericana, algo muy increíble. Avec Yossi Bardi, une personne très importante en Israël, en technologie et des startups. Nous allons entreprendre une plateforme pour des entrepreneurs de la région
et pouvoir donner du pouvoir aux autres en les impactant. Antoine? Alors, merci de cette belle journée et d'avoir la joie d'être dans une table ronde avec une présence féminine majoritaire, ce qui est une joie et rare dans l'institution à laquelle j'appartiens, en tout cas dans les lieux où elle exerce son autorité. Donc la première question de Jean-Baptiste, c'est dans ta vie, d'où vient une expérience de la diversité et du prix de la différence qui t'a donné envie de créer Up for Humanness et donc de venir partager avec Happy Gov Day aujourd'hui pour la première fois. Je vais nommer, il pourrait y avoir des choses dans les racines personnelles que je pourrais évoquer, le fait que ma famille ne soit pas entièrement d'origine catholique, mais comme vous vous en doutez, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont une vue de ce qu'est la famille Guggenheim dans le monde, c'est une famille essentiellement juive. Et je suis juste la deuxième génération dans ma branche, c'est-à-dire que c'est mon père qui est entré dans l'Église catholique après la guerre, quand il a pu porter à nouveau son nom dans la France qu'il avait contribué à libérer par la résistance et par la participation aux armées de la libération. Puis après, il a épousé une catholique de naissance. Donc ça, c'est une chose, je n'insisterai pas, même si ça occupe aujourd'hui beaucoup de mes missions et de mes tâches d'enseignement. Je partirai d'ailleurs avant la fin de la journée pour participer à une conférence sur l'antisémitisme à Paris, dans un centre culturel européen de la communauté juive. Donc ça, c'est une chose qui déjà implante en moi un sens de la frontière et du fait que la frontière n'est pas simplement un lieu qui sépare, mais aussi un lieu où l'on se rencontre. Et je pense que c'est très important pour la gouvernance. Ensuite, j'ai eu dans ma vie la chance de participer à des initiatives de création dans cette église catholique française qui est plutôt en état de décréation ou d'endormissement quelquefois, à Paris, qui est mon diocèse, au Collège des Bernardins, et puis avant dans la faculté de théologie que j'ai présidée, et au Collège des Bernardins, qui est un lieu de rencontre et de débat sur les grandes questions de société, j'ai eu à créer un centre de recherche, un pôle de recherche non confessionnel. Et en réunissant des équipes dans lesquelles il y avait des spécialistes de l'université, des grandes écoles, et puis des gens de l'entreprise, et puis des gens de la société civile associative, j'ai compris peu à peu qu'en fait, bien sûr, on peut dire que la diversité et l'unité sont deux choses différentes. Parce que dans la diversité, il y a le besoin que chacun puisse apporter sa note. Mais on peut non seulement dire que la diversité est bonne pour l'unité, mais que finalement, le plus important, c'est que l'unité se mette au service des diversités. C'est-à-dire que l'ensemble se mette au service de chacun. Et en vivant cela, j'ai découvert un dynamisme incroyable. Et puis, c'est un beau lieu de recherche, c'est un lieu magnifique, mais and so what? Qu'est-ce qui sort de ces grandes réunions? D'où le besoin, avec une jeune femme que j'avais rencontrée au Collège des Bernardins, une mère de famille, elle plutôt de formation ESSEC, moi je suis plutôt un mineur de formation, donc une grande complémentarité. Elle, mère de famille mariée, moi célibataire, dans une vocation très pastorale. On a créé ensemble Up for Humanness, qui a pour but de permettre qu'aujourd'hui, à un moment où énormément de choses changent, comme on le disait tout à l'heure, de recourir à la richesse fondamentale la plus stable, qui est l'humanité elle-même. Pour bâtir l'avenir, la première ressource, c'est l'humain, c'est l'homme et la femme. L'humain dans ses diversités d'engagement professionnel, politique, administratif, artistique, spirituel, etc. Up for Humanness valorise la diversité de l'humanité comme un chemin qui est intérieur à l'unité de l'humanité, mais aussi l'unité de l'humanité qui seul me permet, si j'en fais une vraie valeur en moi, de valoriser toutes les diversités. Ça, c'est une première chose. Et on a mis au point une méthode, parce qu'évidemment, les grandes idées sans méthode ne s'incarnent pas. Une méthode qui est un travail sur soi, qui permet, par la rencontre de l'autre, et de l'autre différent, et de l'autre divers, de
contribuer réellement dans son équipe entrepreneuriale. On donne des séminaires d'entreprise. Dans son équipe de recherche et d'enseignement, on crée des séminaires pour des étudiants. On va créer à Lyon, le 1er février prochain, une chaire expérimentale innovation, humanité, responsabilité pour donner à des étudiants la capacité de faire des stages en association d'engagement social et en même temps d'avoir une formation réflexive sur la connaissance d'un monde divers. Voilà comment ces deux expériences personnelles et en même temps de la diversité, mais dans un seul secteur qui était la recherche, nous ont conduit, Diane et moi, notre Diane et moi, à créer Up for Humanness. Merci Antoine. Voilà, c'est mon tour. Merci, merci beaucoup. Alors si la question c'est quelle est la raison pour laquelle j'ai l'impression de participer quand même dans les actions que j'entreprends à une diversité, c'est à la fois peut-être assez inconscient, mais c'est surtout un pur hasard de la vie, où dans mon engagement politique, j'ai été élue, j'avais 22 ans, et j'avais 22 ans à l'époque où il a été rendu obligatoire pour les listes des communes de plus de 3500 habitants d'avoir parité entre hommes et femmes sur une liste. Et donc mon voisin, qui à l'époque souhaitait être le maire de la commune, a traversé la route parce que je correspondais exactement au profil qu'il recherchait. J'étais une fille jeune, voilà. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'était quand même un peu arrêté à ça. Ça a été d'ailleurs pour lui difficile ensuite. Mais véritablement, on peut dire que de ce principe-là, je suis un pur produit de la diversité. On est venu me chercher parce qu'à un moment donné, la loi obligeait à ce qu'on ait des femmes à égalité des hommes sur des listes. Et puis jeunes, c'était pas mal, ça faisait descendre la moyenne d'âge. Et puis après, j'ai profité de cette difficulté parce que, évidemment, si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait le parcours politique que j'ai pu faire jusqu'alors, j'espère que c'est aussi pour autre chose. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a obligé à ce que des femmes arrivent sur l'échiquier. Donc il ne faut pas le renier. Je ne suis pas persuadée que ça a été que du positif, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle aussi je suis là aujourd'hui. Et puis après, j'ai fait en sorte de travailler justement à cette difficulté qu'on peut rencontrer parfois dans différents milieux. Ça peut être le milieu de l'entreprise comme dans le milieu politique, à être un petit peu différent. À apporter des idées différentes et à ne pas être là, alors je le fais véritablement pour provoquer un peu de soi, quoi. Bon, elle est là parce que de toute façon, on nous a obligés à le faire. Et c'est une difficulté qu'on a quand même, qui est à un moment donné, on est obligé d'en faire plus pour dire, vous savez, parfois je pense aussi, ça m'arrive, voilà, au-delà du reste. Et véritablement, dans le parcours que j'ai pu faire, j'ai toujours fait en sorte justement pas d'être contre ça, parce que finalement, ça ne m'intéresse pas, mais de faire en sorte qu'on ait une vision un peu plus haute de l'engagement qu'on peut porter. Je rappelle qu'au sens noble du terme, quand vous faites de la politique, c'est que sur des valeurs et des principes, vous avez une conviction et que vous essayez de la porter pour les gens que vous êtes censés servir. Donc j'ai très vite oublié les raisons pour lesquelles j'étais arrivée là et j'ai essayé de démontrer, malgré ce qu'on peut entendre de plus en plus d'ailleurs en ce moment et très régulièrement, vous avez des hommes et des femmes, quel que soit d'ailleurs le champ d'intervention, qui s'engagent aussi pour les autres ou qui font en sorte d'améliorer notre quotidien et d'avoir une finalité un peu plus noble que les décisions terre à terre que l'on peut prendre. Et puis, je me suis servi ça aussi dans ma vie professionnelle. J'ai fait des études de philosophie et j'ai toujours fait en sorte de transmettre ce que j'ai pu apprendre par ces enseignements à des jeunes pour lesquels on se disait de toute façon, c'est pas fait pour eux. Parce qu'ils ne seront pas au niveau, ils n'y arriveront pas. Et j'espère avoir pu, dans le temps où j'ai pu faire ça, démontrer que c'est quand même un peu un préjugé et que tout le monde, à un moment donné, a le droit de penser et a intérêt à le penser d'ailleurs. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous, chacun, portions, c'est-à-dire cet intérêt de l'autre, le prendre dans sa globalité et pas se dire qu'il y a des gens qui sont prédéfinis. J'ai lutté contre ça toujours et j'essaierai de le faire au fur et à mesure de mes engagements, qui ne seront pas toute ma vie politique, mais qui sont des engagements de tous les jours dans ma vie personnelle, dans ce que je transmets à mes enfants et dans ce que j'essaye de défendre quand j'ai une possibilité d'intervenir. Alors justement, c'est très intéressant par contre, il me semble que ça peut répondre en écho à ce que vous avez vécu. Par Diane,
parce que justement en Suisse, les quotas n'existent pas. Stéphanie nous dit que c'est un peu grâce à la parité que vous êtes arrivé en politique outre votre motivation et vous donne. C'est un peu différent. Oui, alors effectivement, en Suisse, les quotas n'existent pas parce que l'économie suisse n'en veut pas. Et la raison de la création de ma société a vraiment été de dire, eh bien, gouverner, c'est anticiper. Anticiper, c'est avoir une vision de l'avenir qui ne peut pas être véhiculée par des personnes qui ont une vision monofocusée. Donc, on va voir de quelle manière on peut contrer cette, je ne vais pas dire immobilisme, mais disons ce traditionnalisme suisse qui est d'aller toujours recruter parmi les pairs des personnes qui ont fait les mêmes écoles, qui ont fait l'armée, qui voilà, ont le même cursus professionnel. Quelles sont les compétences nécessaires dans un conseil d'administration pour y amener de la diversité? Donc, c'est ça que nous avons constitué. Nous avons regardé quelles sont les compétences managériales, sociales, de diversité, les critères reconnus par toutes les études internationales pour apporter vraiment une augmentation de la performance dans l'entreprise, tout en tenant compte du social, de la pérennité. Alors, c'est vrai que les entreprises doivent fournir du profit. Quel profit? Est-ce que la diversité des regards va être un enrichissement? Maintenant, le principal critère de diversité qui est reconnu pour augmenter la performance des entreprises, c'est le fait d'avoir des femmes dans le conseil d'administration. Pourquoi les femmes? Alors, les femmes, d'une part, représentent 50% de la population, 80% des décisions d'achat. Donc, on sait que les femmes sont vraiment les décideuses d'achat. Elles sont également en Suisse, 80% des femmes travaillent. Elles travaillent à temps partiel, mais elles n'ont pas des structures de travail qui leur correspondent. Que signifie l'employabilité de demain? Et on sait que les femmes ont une aversion plus grande au risque. Elles sont plus raisonnables, entre guillemets, dans le risque, car elles envisagent beaucoup plus la pérennité de l'entreprise et sont respectueuses des générations de demain. Parce qu'en général, eh bien, ce sont les femmes qui ont les enfants et qui sont très soucieuses que leurs enfants trouvent un monde encore convenable lorsque la génération des parents aura disparu. Donc pour moi, la réponse en Suisse, mais je pense de manière internationale, c'est d'apporter cette diversité dans la composition des conseils d'administration qui finalement forgent le monde de demain, puisque ce sont les entreprises. Et on parlera, je crois, tout à l'heure plutôt de la vision d'avenir, mais actuellement, donc mon action est la suivante. Je rencontre des présidents de conseils d'administration, des présidentes de conseils d'administration, et je leur propose de faire une analyse de leur conseil d'administration par rapport à toutes ces compétences que nous avons listées qui contribuent à la performance. Nous obtenons une grille de comparaison. Nous savons quelles sont les compétences qui sont présentes, quelles sont les compétences qui ne sont pas présentes. Et nous allons chercher dans une base de données très conséquente quels sont les profils, quelles sont les personnes qui vont être les plus gros leviers de performance pour ce conseil d'administration-là. Donc ça va au-delà de hommes-femmes. Nous proposons maintenant également des hommes dans notre base de données. Nous essayons de contribuer de manière massive en présentant toujours des shortlists de 2 hommes et 2 femmes, ce qui donne beaucoup plus de chances aux femmes d'obtenir un mandat. Et nous proposons vraiment des personnes qui ont un profil complémentaire. Donc il faut dépasser le discours féministe, il faut vraiment apporter une complémentarité et la bonne personne dans le conseil d'administration qui soit capable de répondre aux défis de demain. Et pensez-vous que les quotas soient une bonne chose, facilite?
Alors oui, les quotas, moi en tant que politicienne, j'ai toujours défendu les quotas. Ensuite, avec mon entreprise et avec le Cercle suisse des administratrices, nous avions 50% de nos administratrices qui étaient contre les quotas. Donc le Cercle n'a jamais pris position, mais on est en Suisse, donc c'est très mal vu de s'afficher comme étant pour les quotas. Donc on a toujours, on n'a pas défendu les quotas en tant que Cercle suisse des administratrices, mais c'est sûr que dans tous les pays où les quotas sont mis en place, on observe une augmentation du nombre de femmes. Ce qui est par contre un grand risque, c'est que ce sont toujours les mêmes femmes. Souvent des femmes qui ont jusqu'à présent eu des parcours plutôt masculins, des femmes qui ont fait carrière au détriment de la famille. Donc, notre vision à nous, c'est d'apporter Madame tout le monde dans les conseils d'administration, Monsieur tout le monde aussi, d'avoir des philosophes, des enseignants, des journalistes, des spécialistes de la santé, des spécialistes de la technologie. Donc vraiment d'apporter dans les conseils d'administration, dans n'importe quelle entreprise, une vision qui soit vraiment différente. Mais les quotas aident. Par contre, il ne faut pas arriver à l'état qui a été cité en Norvège, qui était le phénomène des jupes dorées. On a appelé ça phénomène des jupes dorées, des femmes qui avaient jusqu'à 40 conseils d'administration. Je vous demande un peu, pour ceux qui sont dans les conseils d'administration ici, comment peut-on contribuer de manière positive à un conseil d'administration si on a 40 conseils d'administration? Impossible d'être préparé. C'est justement le pourcentage que nous avons vu apparaître qui était en Norvège. 39% des femmes étaient dans les conseils d'administration. Peut-être il s'agit de la même femme. On ne le dit pas. Alors, c'est très bien, mesdames et Antoine, mais on a souvent tourné ici autour des femmes. Et c'est normal. Ça fait partie de la diversité. Mais il y a d'autres éléments de la diversité. Et Antoine, je veux vous demander si vous n'avez pas l'impression, quand nous parlons de diversité actuellement, généralement, que ça peut être du politiquement correct et où on parle forcément comme richesse, diversité pour la diversité. Et n'a-t-il pas un autre élément à rajouter? Parce que c'est ce que vous faites un peu dans Up for Humanity. Oui, ce qui me semble le plus important et que permet la diversité et les diversités, c'est la rencontre transformante. Voilà. Rencontrer l'autre différent, ça fait toujours peur. Que ce soit ce qui le caractérise, une autre culture, un handicap, une autre entreprise concurrente ou pas de mon secteur, un autre diplôme d'origine, que sais-je, ça fait toujours peur. Et il y a même sur Terre aujourd'hui des êtres humains dont on préférait qu'ils habitent sur une autre planète avec leur Kalachnikov et autres, parce que leur diversité nous semble trop menaçante et agressive et on ne voit plus le pont. Voilà. Et la question, c'est comment surmonter la peur qu'il y a à la différence. Et cette peur, même quand on est dans la bienveillance. Up for Humanity, quand nous organisons une formation, elle commence souvent par un séjour dans une maison de soins psychiatriques,
ou par un séjour, un déjeuner dans une communauté de l'Arche de Jean Vanier, où des accompagnants et des personnes handicapées vivent ensemble par le travail, l'amitié et la célébration d'un certain esprit de famille. Et ce qui arrive quand on est en position d'être différent, c'est qu'on se dit, mais comment je vais pouvoir communiquer? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre? Alors quand c'est dans une équipe étroite d'entreprise, on est lié par le fait qu'il faut être rentable ensemble, qu'il faut être profitable ensemble, ou comme on le disait tout à l'heure, produire un bénéfice social. Et ça, c'est très stimulant. Quand on est dans une administration, c'est déjà plus difficile et on met de côté assez facilement, quand on n'a pas un objectif de rentabilité, les différences. Vous êtes juste là pour la photo et pas pour apporter quelque chose. Qu'est-ce qui se transforme en moi quand je rencontre quelqu'un de différent avec lequel je ne sais même pas aller vers lui, aller vers elle, entrer en relation? Ce qui se transforme en moi, c'est que je découvre que c'est l'autre, parce qu'il se sait porteur d'une différence qu'il a déjà commencé à assumer, on la lui a déjà assez renvoyé, infligé, stigmatisé par le regard, la parole, quelle que soit cette différence. C'est lui qui, étant entré dans un domaine de résilience par rapport à ce qui le rend différent, par rapport à ce qui le rend même quelquefois très minoritaire, c'est lui qui aura fait le travail sur lui de me dire, mais viens, je t'ouvre les bras, je t'ouvre mon intelligence, je t'ouvre mon bureau, je te prête mon ordinateur. Ça peut même aller jusque-là, pourtant la pièce la plus intime de ma maison, mon ordinateur. C'est ainsi que l'on passe d'un statut de « oh ben, je ne me pose pas de questions, tout le monde est comme moi, et ceux qui ne sont pas comme moi, de toute manière, ils ont un peu tort, bon, on va se pousser pour leur faire une place », à l'idée « non, l'unité de l'humanité, c'est une richesse dont j'ai besoin aujourd'hui, parce que c'est à partir d'elle que j'innoverai. L'unité de l'humanité, des humanités qui m'entourent, c'est elle dont j'ai besoin, parce que c'est là où j'apprendrai quoi faire de ma propre fragilité. Est-ce que ma propre fragilité, cette zone de moi-même que je ne veux pas entendre, parce que tout le monde me dit compétition, et que moi, en moi, il y a un être qui dit fraternité, que tout le monde me dit passe devant, et qu'il y a un être en moi qui me dit respecte le petit, c'est dans la rencontre de l'autre différent que je pourrais, par le travail qu'il a fait sur lui, sur elle, assumer cette part fragile de moi-même, non pas chercher à la maîtriser, parce que ça casse un jour, comme la poussée d'Archimède, ça pousse d'autant plus fort que j'en fouille, et surtout, les innovations de demain sont des innovations de l'humain. Les innovations de demain sont des innovations de l'humain. Et donc, dans l'attention à la totalité de l'humain, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et comment faire jouer cette diversité que nous sommes? On peut la faire jouer par la fragmentation. Le corps, c'est pour le médecin, pour le coach sportif. L'intelligence, c'est pour le patron, c'est pour les dollars. Le cœur ou l'âme, c'est pour ta dimension privée, surtout en France, où on peut essayer de valoriser l'unité. Je crois, mesdames, que vous êtes des maîtres d'école pour les mecs qui ont toujours tendance à séparer le cerveau et le cœur. Valoriser l'unité dans laquelle on devient fécond. Merci Antoine. Et ça fait admirablement la transition avec la troisième partie que nous allons aborder maintenant, qui est l'avenir. Comment chacun d'entre vous voyez la diversité dans la gouvernance de demain? Le monde change. Nous sommes là, nous avons entendu aujourd'hui, on parle de digitalisation, de cyber-risque, d'éléments qui mènent aussi à parler de déshumanisation.
des entreprises, de robotisation, donc dans la diversité, des philosophes, en tout cas certains, sont d'accord de dire que l'humain sera au centre, les compétences qui vont être préconisées, nécessaires dans les entreprises, sont des personnes qui savent faire le lien. On l'a entendu tout à l'heure, dans le management, la fonction principale, c'est la communication. Donc, un espoir malgré tout. Pour les conseils d'administration, qu'est-ce que ça signifie? Le conseil d'administration doit prévoir. Donc, le conseil d'administration doit déterminer quelles seront les compétences qui vont devoir faire partie des équipes qui va devoir être engagée, quels sont les métiers qui sont émergents. Alors moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est aussi pour ça que dans la diversité pour les conseils d'administration, puisque c'est quand même ce point-là que je représente ici sur cette table ronde, eh bien pour les conseils d'administration, ça signifie qu'ils doivent se rajeunir, qu'ils doivent se diversifier dans les grandes tendances qui sont celles qui sont préconisées, et on se rend compte que ces talents se retrouvent essentiellement chez les personnes beaucoup plus jeunes que moi-même en tout cas, et que eh bien, ces personnes doivent être partie prenante, co-décidante. On voit émerger d'autres formes de travail, on veut plus de collaboration, plus de co-décision. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut l'entrer dans l'entreprise? Personnellement, je ne crois pas que le statut de salarié, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, va disparaître. Au contraire, il y a un risque qui est également dans toutes les bouches aujourd'hui. C'est ce statut d'auto-entrepreneur qui fragilise plutôt les personnes en les rendant quasiment responsables de n'être plus employés. L'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas porter cette responsabilité. Dans la responsabilité des conseils d'administration, dans la responsabilité des décideurs, je pense qu'il y a cette obligation de s'occuper de l'employabilité de la population. C'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. C'est de vraiment anticiper les métiers de demain, faire la formation de ces personnes, être à l'écoute des transformations pour arriver avec des entreprises socialement responsables qui considèrent toutes les personnes avec leur possibilité d'apport à la société. J'ai enseigné dans une école de gestion, j'étais professeur et j'enseignais l'analyse de la valeur. Eh bien, la valeur pour une entreprise, c'est aussi la valeur de ses employés, la valeur du citoyen pour l'État, et c'est à l'écoute des clients, à l'écoute des collaborateurs, en respectant les ressources qui sont limitées. Donc là, tout est à créer, mais les idées pour créer ce futur, elles sont dans les personnes jeunes, et c'est là qu'il va falloir aller chercher ces idées. Merci Diane. En el mundo de mañana, con la cuarta revolución industrial que tenemos ahora, le monde de demain, avec la 4e révolution industrielle qu'on vit actuellement, como menciona Diana, comme le mentionne Diane, es complicado por muchas situaciones. Definitivamente, hacer liderazgo con propósito est compliqué par plusieurs situations. Effectivement, faire du leadership con propósito avec un propos y valores muy bien estigmados en nuestras nuevas empresas et des valeurs très stigmatisées dans nos entreprises y como personas individuales. et comme des personnes individuelles. Tienen que cambiar nuestros mindsets en ese sentido para poder crear un mejor mundo entre todos. Doit changer nos mentalités dans ce sens pour pouvoir créer un meilleur monde.
Y no solamente en nuestro mundo, sino que en nuestro pequeño pedazo de tierra, que es nuestro país o nuestra empresa. Et non seulement notre monde, mais aussi notre entreprise ou notre pays. Y mismo nuestras familias. Et même nos familles. Gracias a Dios he tenido la posibilidad de conocer muchas variedades de sociedades por mis viajes últimamente en mis últimos 2 años. Grâce à Dieu, j'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de villes et de cultures grâce à mes voyages. En tema de emprendedurismo y ver qué está pasando a nivel mundial. En thème d'entrepreneuriat et voir ce qui se passe actuellement. Y veo que la colaboración es una parte clave a nivel mundial. Et je vois que la collaboration forme partie clé mondialement. Con las nuevas generaciones, eso es parte de nuestra revolución que está pasando. Avec les nouvelles générations, cela fait partie du changement actuel. El pensamiento humano está cambiando y nosotros también debemos cambiar. La pensée humaine change et nous aussi nous devons changer. Por eso, el gap de género entre hombres y mujeres debemos acelerarlo. C'est pour ça qu'on doit accélérer l'écart entre les hommes et les femmes. Entonces, en la parte de emprendedores y intrapreneurs dentro de las empresas, también son importantes poderles dar ese ejemplo. C'est important de pouvoir donner cet exemple dans les entreprises et aux jeunes. Como intrapreneurs comme entrepreneurs et intra-entrepreneurs. Eso es parte de las cosas que me gustaría ver y por eso mismo la plataforma que estamos creando en Centroamérica y Latinoamérica es importante para ese pensamiento en nuestro país subdesarrollado. Ça fait partie des changements que j'aimerais voir dans Latino-Amérique et c'est pour ça que c'est l'essentiel de l'organisation où je forme partie. Donde admiro muchísimo lo que ha pasado en Europa y en otros países del mundo. Où j'admire énormément ce qui est passé en Europe et dans d'autres endroits du monde. Pero debemos de ver alrededor y ver cómo podemos realmente generar una generación de cambio. Mais on doit regarder dans notre entourage et nous rendre compte où est-ce qu'on peut créer le changement. Por lo tanto, me encanta decir, today is about tomorrow. C'est pour ça que j'adore dire, aujourd'hui, c'est sur demain. Y donde podemos empezar a cambiar, donde este evento inicial que hace Virginie hoy acá en Francia, comienza a cambiar el pensamiento de todos nosotros que estamos aquí hoy invitados. Et l'événement dont nous faisons partie, créé par Virginie, est le début du changement avec nous tous qui sommes présents et qui commençons à changer notre vision. Y esa diversidad que hoy vemos hoy, es increíble verla, pero no solamente preguntarnos 3 cosas. 1, ¿qué aprendimos hoy? Et c'est incroyable de voir cette diversité qui change, mais il faut aussi se demander 3 choses. 1, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? ¿Cómo vamos a cambiar con las cosas que hoy aprendimos? ¿Qué vamos a implementar? 2, comment est-ce qu'on va changer avec les choses qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Y tercero, ¿cómo eso va a impactar en nuestras vidas, en nuestras empresas, nuestras familias y en nuestra comunidad? Et 3, comment est-ce que cela va impacter dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises? Son las cosas que siempre me pregunto cada evento que yo voy. Son 3 preguntas muy básicas que hacen un cambio rotundamente profundo. Ce sont les 3 questions basiques que je me pose à chaque événement que je participe. Elles sont essentielles et c'est de là que va partir le changement. Muchas gracias. Merci beaucoup. Ne vous battez pas, il y a encore 7 minutes 30, tout à fait, donc ne perdez pas de temps. Stéphanie me dit de faire ce que je sens et je sens de la laisser parler après moi. Alors,
Le management 2030, je donne 3 mots qui sont à la fois un objectif et une méthode, me semble-t-il. Chercher, méditer, servir. Chercher parce qu'il y a du nouveau et du complexe et qu'il faut être à plusieurs, dans plusieurs compétences, comme Diane l'a dit pour les conseils d'administration, parce qu'une personne ne suffit pas à la faire. Dans Up for Humaness, on s'est fixé comme tâche d'implanter ça dans l'enseignement universitaire, dans des séminaires d'entreprise et dans les relations entre les associations. Et c'est vrai que les associations, qui sont des lieux fantastiques d'émergence d'idées neuves, sont aussi des puits qui travaillent en silo. Et les faire se rencontrer est un vrai travail pour le management de demain. Donc chercher. Méditer, c'est adhérer à un projet plus grand que soi, soit pour l'équipe dirigeante, soit pour l'ensemble des collaborateurs, soit pour l'ensemble des collaborateurs et la région et l'humanité même sur les questions de ressources premières. Adhérer à un projet plus grand que soi, c'est une des conditions de la durabilité, c'est une des conditions du désintéressement qui fait partie de ce qui rend l'humain le plus fécond et productif. Il y a un désintéressement qui est à la base de la profitabilité de nos actions. C'est agir pour plus grand que soi. Et donc, une méthode que nous avons mis au point, que nous appelons les étincelles, qui se transposent dans tout lieu sans souci de différence confessionnelle ou pas, consiste à écouter ensemble, selon le choix des différents participants d'une étincelle qui est un groupe stable, écouter des textes plus grands que nous, que ce soit des textes de la littérature, de la culture ou des spiritualités, pourquoi pas. Chercher, méditer et servir. Évidemment, une entreprise, ça sert à quelque chose, ça sert à ses clients d'abord, qui sont les premiers patrons, comme François Michelin aimait bien le dire, c'est de leur poche que vient l'argent qui est donné à tous. Donc les clients sont les premiers patrons, mais on ne sert pas simplement les clients, on sert la société plus généralement, et puis l'unité de l'entreprise sert la diversité de ses membres. Il en est ainsi aussi évidemment d'une assemblée politique. L'unité d'un parlement régional ou national, c'est aussi de servir la diversité de ses membres. Et ça, c'est possible parce que chacun, mais c'est une décision libre, assez intime, prend conscience que si dans ma vie, je n'ai pas l'expérience régulière de la rencontre de ces autres qui portent en eux une différence forte et qui doivent s'introduire dans le monde et pour lesquels je peux y aider, y concourir avec d'autres, j'ai besoin de toi. C'est une phrase que je dois entendre pour pouvoir moi aussi oser la dire. Et c'est cela que le service permet comme transformation du management pour les années 2030. La révolution industrielle a mis le ticket d'entrée dans la société, dans la production du bien commun, au-dessus des capacités de beaucoup. Beaucoup de gens pouvaient participer à la civilisation agricole et féodale, parce que même s'ils n'étaient pas très efficaces pour labourer, il y avait toujours un gentil paysan qui leur disait « Voilà, là il y a 2 acres, tu vas te nourrir avec les pommes de terre que tu auras là, même si tu n'es pas très bon, je le fais par gentillesse. » C'était industriel, ne peut plus se permettre ça. Elle a créé la catégorie des exclus sous-prolétaires, incapables d'avoir une vie assez construite pour échapper à l'alcoolisme ou pour être à l'usine de 7h à 7h. La société virtuelle vers laquelle nous allons aura un ticket d'entrée encore plus élevé que la société industrielle. Et beaucoup d'entre nous, ici présents, nous serons bientôt en dessous des capacités que demandera cette société. Il faut donc privilégier les processus d'inclusion si nous ne voulons pas qu'ATD Carmonde ait un boulot monstrueux au XXIe siècle. Merci. Merci Antoine. La conclusion et le mot de terminé, je vous en prie Stéphanie, en plus de marraine de l'événement, donc allez-y votre conclusion sur l'avenir de la diversité dans la gouvernance. Je ne vais pas avoir la prétention de conclure, parce que quand même, mais... Il y a d'autres choses après. Ça va, tant mieux. Mais peut-être passer un message justement aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui nous accueillent ce matin et qui s'occupent d'ailleurs très bien de nous, leur dire que d'abord, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont au début de quelque chose qui est leur formation intellectuelle
qui est la vie qu'ils vont entreprendre et qu'ils ont bien raison à 20 ans de se dire que de toute façon, ils vont tout révolutionner. Parce que si vous ne dites pas ça à 20 ans, c'est compliqué après. Et ils ont bien raison de le faire. Et je pense que c'est un peu pour eux que ce qui est mis en place aujourd'hui se fait. Je voulais dire 3 choses qui, selon moi, ont un véritable intérêt dans la diversité. D'abord, je reprendre la question de la bienveillance. Je crois que c'est une valeur fondamentale qui est très difficile à porter aujourd'hui dans la difficulté qu'on peut avoir et les difficultés qu'on rencontre au niveau mondial. Si vous vous levez le matin en vous disant je vais tenter dans chacune de mes actions de porter cet œil bienveillant sur les décisions que je dois prendre, sur les raisons pour lesquelles je les prends, sur mes collaborateurs, sur la raison pour laquelle aujourd'hui ça ne fonctionne pas, véritablement ça vous demande un exercice intellectuel et même de posture quotidienne qui est très difficile, mais qui vous apporte beaucoup en définitive parce que vous changez complètement votre prisme de relation avec les autres. Et c'est des relations dans l'entreprise, ça peut être aussi une relation dans la rue où vous rencontrez quelqu'un. Et je crois que la bienveillance, pour le coup, est peu défendue, en France notamment, et devrait être beaucoup plus présente dans l'ensemble des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et là, je sors aussi de l'entreprise. Moi, je crois aussi beaucoup à la transmission. Ça a été dit ce matin par Bruno Lacroix, on ne vient pas de nulle part, quoi. Et moi, je sais qu'on m'a transmis, sans que je le sache d'ailleurs, des valeurs que j'essaye de porter. Et cette transmission, elle peut se faire dans votre famille, elle peut se faire aussi par rapport aux gens que vous rencontrez. Et je crois qu'on a évidemment une obligation à rendre un peu ce qu'on nous a donné. Et vous ne pouvez pas le rendre n'importe comment. Donc il faut être capable d'élever un peu le niveau de vos réflexions. Et c'est la 3e chose qui me semble importante. On a parfois, on éprouve des difficultés, on a des situations complexes. On a, nous, Français, la chance d'être nés dans ce pays, ce qui n'est pas forcément facile pour d'autres. Donc on est très à l'aise pour parler de ça. Et cette chance-là, il ne faut pas qu'on la gâche, justement, parce que dès le départ, on a eu plus de chance que d'autres. Mais ça nous oblige quelque part. Et ça nous oblige à 2 choses. D'abord, à élever un peu le niveau et de se dire quel est le sens de chacune de mes actions. C'est un sujet qu'il faut d'ailleurs beaucoup renouveler en politique. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi je prononce ce discours ? Quel est le sens que je veux mettre dans les actions que je fais ? Je rappelle que vous ne faites pas de la politique pour vous. Quand vous prononcez un discours, quand vous mettez en place des politiques publiques, qu'elles soient les plus petites possibles ou qu'elles soient de grandes idées qui demain changeront la vie des uns et des autres, il faut qu'à un moment donné vous ayez un sens et que vous puissiez croire en ce que vous êtes en train de dire et que ça ait surtout un sens pour les autres. S'il n'y a pas de sens dans ce que vous faites et dans ce que vous dites, véritablement ça se casse la figure et ça amène d'ailleurs à des situations qui sont profondément difficiles pour les uns et les autres. Le niveau de réflexion auquel vous arrivez en grandissant, j'allais dire, il ne procède pas de votre génie qui d'un seul coup vous tombe dessus, il procède des rencontres que vous avez pu faire, des gens différents que vous avez pu rencontrer. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble, vous serez assez à l'aise, mais finalement il ne vous apporte pas plus que ça, à part un peu de repos dans ce que vous pouvez faire. La personne qui est différente, elle vous heurte parfois, et elle vous met face à une réalité, à des contradictions que vous pouvez porter. Et moi, j'essaye, je vais voir jusqu'à quand je vais pouvoir tenir. Moi, j'ai beaucoup de chance, parce que dans le parcours que j'ai réalisé, alors je n'ai pas que de la chance, je l'ai un peu aussi provoqué, dans le parcours que j'ai réalisé, j'ai fait en sorte d'avoir 2 choses. J'ai fait en sorte d'être libre dans les choix que je pouvais faire. Et cette liberté, je l'ai gagnée par rapport au pays dans lequel je suis née. Je l'ai gagnée par rapport à mes parents qui m'ont laissé la possibilité de faire les études que je souhaitais faire, par rapport à la vie que je pouvais avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer la chance qu'on a. Et par rapport aux choix que j'ai faits, où je me suis dit, cette liberté, elle me permet d'essayer de raisonner juste. Et cette liberté, elle fait qu'aujourd'hui, moi, je souhaite vraiment à tout un chacun, et ça n'arrivera pas tout le temps. Et c'est quelque chose qui est très éphémère. Et quand on sait que c'est éphémère, on en profite d'autant plus. Mais c'est d'être heureux dans ce qu'ils font. C'est-à-dire vous levez le matin et d'être heureux de ce que vous allez faire. Alors le soir, vous pouvez vous dire, bon, ben là, je me suis complètement planté, c'est pas grave. Mais sur le fond, je suis assez heureux de ce que je fais. Et quand vous êtes heureux de faire quelque chose, parce que vous avez cette liberté, eh bien, je suis persuadée qu'en face de vous, vous changez un peu les choses, vous rendez les gens un petit peu heureux. Si on arrive à faire ça dans une grande mesure, ou dans une toute petite mesure, dans une toute petite action, vous avez toute la journée, mais avec toujours le même état d'esprit, je pense véritablement que demain, cette diversité, elle procédera à un véritable changement. Merci pour la qualité de vos échanges et que la PWD continue